Qui n'a jamais souhaité voir le soleil souverain guider ses pas au cœur du pays Inca, vers la richesse et l'histoire des mystérieuses cités d'or? Souvenez-vous, Esteban, le fils du soleil, Tao, Zia, à la recherche des cités légendaires entièrement construites en or. C'était tous les mercredis après-midi de cette année 1982, tout un univers créé grâce à une belle collaboration entre des Français et des Japonais qui se connaissaient déjà bien à l'époque. Nous étions à Tokyo en train de fabriquer Ulysse 31 et Jean Chalopin cherchait aussi une autre production et les Japonais de NHK ont proposé les mystérieuses cités d'or. Les artistes des deux pays ont donc pu se mettre à l'œuvre, les Français du côté des idées, les Japonais au scénario et au dessin. Pourtant, quand on regarde les personnages des mystérieuses cités d'or, le style japonais est loin d'être évident. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard. NHK avait l'intention de faire quelque chose de prestige, donc il avait pris un très bon studio pour ça et les designs sont partis avec une volonté justement de ne pas faire comme les autres productions japonaises, justement pour se démarquer de cette production commerciale de l'époque. Il est vrai que lorsqu'on regarde le graphisme d'un manga comme Candy par exemple, on remarque tout de suite ses gros yeux remplis de lumière. Ce qui n'est absolument pas le cas de Zia par exemple, dont les yeux se résument à un trait, une pupille avec une petite lumière, et cela vaut pour l'ensemble des personnages de la série. Mais cette charte graphique à l'européenne ne s'est pas faite en un jour et les dessinateurs ont tâtonné longtemps avant de trouver l'aspect définitif des personnages, comme vous pouvez le voir sur ces premiers croquis d'Esteban. Et parmi tous les personnages que côtoient Esteban, Tao et Zia, il y en est un particulièrement fascinant, le navigateur Mendoza. C'est quand même un mauvais personnage, au début très intéressé, qui petit à petit, faisant connaissance des enfants, apprend à les aimer, les apprécier, et après va se dévouer même jusqu'à les sauver. C'était un concept, moi qui travaillais au début, je vous dis, avec les États-Unis, qui n'était absolument pas admissible aux États-Unis. Aux États-Unis, le dessin animé pour enfants, c'est des mondes manichéens. Donc Mendoza ne pouvait pas exister. Mais nous, enfin, ça nous passionne, c'est un personnage très riche. Je crois qu'il a fasciné beaucoup de spectateurs. Il y a des gens qui m'ont dit, depuis des jeunes que j'ai rencontrés, qui m'ont dit que Mendoza, c'était leur personnage favori. Au-delà des personnages, les appareils mécaniques font également partie intégrante des mystérieuses cités d'or, comme le fabuleux vaisseau Solaris. Au départ, ce navire devait posséder des mécanismes en bois de type moyenâgeux, mais les Français ont subtilement insisté pour axer la technologie du vaisseau sur l'énergie solaire. L'énergie solaire, c'est quelque chose qu'on connaît aujourd'hui, donc ce sera bien pour nos spectateurs d'aujourd'hui de retrouver des références d'aujourd'hui, le clin d'œil qui fait que le héros de dessin animé ne comprend pas ce qui se passe, puisque lui il vit au 15e siècle, 16e siècle, et nous, du 20e, nous comprenons, nous savons que le soleil fournit une énergie pour faire avancer des machines ou voler des machines. La technologie animant les ailes du Condor a elle aussi été davantage liée au soleil, sous l'impulsion des Français. Aujourd'hui, quand on repense aux mystérieuses cités d'or, on se rappelle également les incontournables petits documentaires qui concluaient les épisodes. Ils étaient réalisés par la chaîne japonaise NHK qui voulait, tenez-vous bien, rentabiliser ses équipes de reporters qu'elle avait aux quatre coins du monde. Célèbres et appréciés de par le monde, les mystérieuses cités d'or ont même fait l'objet d'une adaptation cinématographique au Canada. Malheureusement, pour l'instant, le film reste dans les tiroirs. Voici quand même des photos d'Esteban, Tao, Pizarro et Gaspard. L'avenir des mystérieuses cités d'or est donc peut-être à voir ailleurs. Souvenez-vous, à la fin des 39 épisodes, Esteban et ses amis découvrent enfin l'une des légendaires cités d'or. Sachant qu'il est question qu'il en existe 6 autres de par le monde, on est en droit de s'attendre à une suite. Il en était question il y a 2 ans, très fortement, et puis depuis, plus personne n'en parle. La suite se passait à peu près une semaine après la fin de la première série. Les enfants prenaient le camp Condor et grâce à lui allaient en Amérique du Nord, où là ils découvraient une trace d'une autre cité d'or et traversant le Pacifique, se retrouvaient au Japon. Et pour découvrir une deuxième cité d'or au Japon. Voulant en savoir davantage sur cette suite qui n'a jamais vu le jour, on a réussi à croiser la route du fameux Jean Chalopin lors du Japan Expo. Il a accepté de nous en dire un petit peu plus au sujet d'un nouveau personnage que rencontreraient Esteban et ses compagnons au cours de leur nouveau périple. Moi j'ai imaginé un personnage qu'il rencontre en fait, qui est un aventurier anglais qui a une encyclopédie, le fameux livre de Moo, si vous voulez, et qui a une encyclopédie avec lui. À l'époque, l'encyclopédie n'existe pas, nous sommes au XVIe siècle, et il le trouve
alors qu'ils sont sur la Californie, prisonniers d'Indiens. Ils vont être brûlés, exécutés. Et lui, il sort. C'est un espèce de village de quelques personnes qui arrivent d'aventuriers. Et lui a fui l'Angleterre parce qu'il a été exécuté comme sorcier. Parce que ce livre lui donne des connaissances et les gens le traitent de sorcier. Et il les récupère, il part avec eux, avec le Condor. Mais en fait, c'est un personnage très ambigu et très mystérieux et qui est un personnage dangereux pour eux. J'ai peur, on est trop. Espérons qu'un jour, ils trouveront l'or nécessaire pour poursuivre les aventures d'Esteban, Tao et Zia. Au revoir et à bientôt. C'est quand même rageant de savoir que la suite est écrite, qu'a priori les Japonais sont d'accord pour le faire, mais que c'est du côté des Français que ça coince. Et pourtant, je suis à peu près sûr qu'il suffirait d'un signe.